Bien le bonjour à toutes et à tous, Valentin Offrand, analyse de marché pour DailyFX, avec vous ce jeudi 10 mai 2018. Alors comme vous avez pu le lire, la Banque d'Angleterre qui est attendue, now or never, est-ce que on va avoir la hausse des taux? A priori non. Non, mais voilà, on va voir un petit peu pourquoi. Personnellement, je ne pense finalement, plus le temps passe et plus je me dis qu'il n'y aura pas de hausse des taux avant 2020. Pour la Banque d'Angleterre. Donc je vais essayer de vous expliquer mon raisonnement derrière cela et derrière ces propos et voilà. Alors, comme d'habitude, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement égal sur risque. Le trading avec effet levé amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est indicative et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bien le bonjour à vous Luc, j'espère que vous allez bien. Hubert, que je salue également. Eliane, Ramsey, bien le bonjour à vous. Huawei, bonjour. J'espère que... Eh bien écoutez, oui je vais très bien, merci, j'espère que vous allez bien également. Un mot sur l'USD-Yen. Très bien, on va faire un mot sur l'USD-Yen. Raymond, Edgy, Didier. Voilà, ben écoutez, bien le bonjour à vous tous. Alors, Luc, question, alors vous parlez anglais toute la journée. Alors, oui, la majeure partie du temps, à part mon travail, comme vous savez, que j'effectue pour, euh, pour la francophonie, donc voilà, c'est français et anglais. Voilà. Je dialogue avec mes collègues en anglais, étant donné que je suis au Royaume-Uni, mais je fais mon travail en français. Voilà. Donc, de toute façon, c'est pas le sujet, mais voilà, merci de, enfin, tant mieux si ça vous intéresse, hein, ma vie. Briefing d'actualité, donc on a les marchés asiatiques qui ont légèrement progressé après la clôture positive de Wall Street hier. Les investisseurs qui continuent à digérer le retrait des États-Unis de l'accord iranien en soutenant les cours de pétrole à un nouveau plus haut en intraday cette nuit. On a l'RBNZ, alors ça c'est à noter, hein, c'est vraiment à retenir. Donc on a l'RBNZ euh, qui a fait le statu quo hein, cette nuit, mais par contre dans son communiqué a adopté un ton légèrement plus prudent en indiquant que la prochaine direction du mouvement des taux directeurs est équilibrée, c'est-à-dire présente un risque à la hausse ou à la baisse. Voilà, il y a autant de chances qu'il y ait une nouvelle hausse des taux qu'une nouvelle baisse. La dernière baisse des taux, enfin le dernier changement des taux directeurs, c'était baissier et c'était en novembre 2016, il me semble. En tout cas, c'était en deuxième semestre de 2016 de la part de l'RBNZ. Et donc elle justifie cette possibilité due au ralentissement de l'inflation à cause de la récente baisse des prix des produits alimentaires, des prix à l'importation et la pression modérée des salaires. En Europe et en Italie, on a les partis populistes italiens, Lega Nord et le Mouvement 5 étoiles, qui ont demandé au président un temps supplémentaire pour mener des discussions en vue d'un potentiel accord gouvernemental afin d'éviter de nouvelles élections qui pourraient être prévues en juillet de cette année. Voilà, donc je vous rappelle les Nord qui sont eurosceptiques et Mouvement 5 étoiles qui sont eurosceptiques et les Nord donc c'est la droite, voilà, c'est la droite de Berlusconi et voilà, tout simplement. On a la Corée du Nord qui a libéré 3 citoyens américains qui étaient emprisonnés hein, pendant 2 années en amont d'un sommet prévu entre président Trump et Kim Jong-un d'ici les prochaines semaines. Donc c'est plutôt une bonne chose, hein, ça montre que, bon, même si c'est que politique, hein, aux yeux du marché, ça montre quand même qu'il y a quelque chose qu'il y a une avancée positive. Ce n'est pas grand chose, mais c'est quand même un moment positif pour les investisseurs. Ça ne veut rien dire de ce qui va se passer ensuite lors des négociations, mais en tout cas, c'est pas quelque chose de négatif. Voilà. Et on a l'inflation chinoise d'un point de vue macro hein, qui a ralenti à son plus bas de 3 mois à 1,8% sur un rythme annualisé. Bonjour à tous ceux qui viennent nous rejoindre. François que je salue également. Nicole, Raymond. Ah, IMAX fixe chez moi. Alors, IMAX, image fixe. Voilà, excusez-moi. Excusez-moi, j'avais oublié de mettre play sur l'image. Donc, voici le briefing. Je vous invite à prendre capture d'écran si vous le souhaitez. Comme ça, on peut passer à la slide suivante. Résumé de la séance américaine asiatique. Donc, on a eu hier soir le Dixie qui a clôturé, enfin hier soir, plutôt hier, hein, Dixie qui a clôturé à l'équilibre. Le Dow, le S&P et le Nasdaq ont tous les trois progressé avec une super performance
du Nasdaq, comme on peut le constater, donc des valeurs tech. On a le rendement du T-Note qui continue à tendre vers les 3%, qui gagne 2 points de base. On a le yen ce matin qui est en repli. On va le voir, l'analyse technique du yen index a été vraiment intéressante. Le gold qui est à l'équilibre, en légère hausse, plus 0,05. Le Nikkei, le Hang Seng qui avance également, soutenu par le secteur énergétique et le secteur de la technologie. Il y a deux secteurs en ce moment qui vraiment surperforment, c'est l'énergie, grâce à la hausse des cours de pétrole, et le secteur technologie qui quasiment surperforme tout le temps. Enfin, on a quelques moments où elles sont drainées, mais sur du long terme, les techs sont les leaders. Et au niveau du calendrier économique, donc je n'ai affiché que les impacts forts, voilà, pour que citer celle-ci, étant donné que sinon il y a un grand calendrier économique. On a eu quasiment aucune statistique tout au long de la semaine. Par contre, aujourd'hui, si vous regardez le calendrier, il est vraiment massif. Donc, ce qu'il faut retenir globalement, c'est la décision des taux de la BOE à 13h. Ce qui sera intéressant, important de surveiller, ce n'est pas réellement la décision, parce qu'on sait que voilà, il n'y aura pas de hausse des taux. Le marché n'anticipe pas de hausse des taux. Mais ce sera le ton de Carnet, qui s'émettra à 13h30, donc 30 minutes après, et au moment à 13h, le nombre de votes en faveur d'une hausse des taux. Il y a 9 membres qui votent pour à la Banque d'Angleterre. Et le consensus, c'est 2 personnes, 2 membres qui votent pour une hausse des taux, 7 pour un statu quo. Alors pourquoi je dis qu'il pourrait ne pas y avoir de hausse des taux d'ici la mi-2020? Tout simplement parce que plus on arrive proche de la deadline du Brexit, je vous rappelle que on a le Brexit qui a lieu le 29 mars de l'année prochaine, avec une date, une période de transition jusqu'à décembre 2020. Voilà, donc on a une période d'incertitude qui va s'installer de plus en plus. Plus on va s'approcher du 29 mars 2019, plus on va avoir cette incertitude qui va peser sur les perspectives économiques, parce que tout va dépendre si oui ou non le Royaume-Uni va avoir accès au marché unique européen. Ça va pas être noir ou blanc, ça va être il va probablement avoir des conditions, il va avoir des restrictions également. Donc voilà, c'est un petit peu toute cette avancée là, toutes ces négociations qui va créer de l'incertitude tant que il n'y a pas d'accord qui est signé. Et l'accord, et la période de transition entre mars 2019 et décembre 2020 qui est accordé au Royaume-Uni, c'est pour voter, c'est pour se préparer pour préparer ces relations commerciales avec tous les autres pays, parce que en sortant de l'Union européenne, le Royaume-Uni doit renégocier tous les accords commerciaux avec l'ensemble des pays, parce qu'auparavant c'était tout simplement la politique d'exportation et d'importation, les frais de douane étaient gérés par l'Union européenne. Donc, étant donné qu'elle sort de l'Union européenne, elle est théoriquement, elle doit appliquer les règles de l'OMC. Donc, on va dire que c'est les moins bonnes règles commerciales. C'est-à-dire des frais, une taxe sur les exportations, je ne sais plus exactement, c'est de 15 ou 20%. Donc, c'est vraiment pas compétitif pour les produits qui sont échangés via l'OMC. Donc voilà, étant donné qu'on n'a pas d'accord commercial entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, et tant que nous n'avons pas, ça va créer de plus en plus d'incertitudes, et la Banque centrale ne va pas remonter ses taux si on a des incertitudes économiques. Déjà que l'inflation, on l'a vu au premier trimestre 2018, au Royaume-Uni était de seulement 0,1%, 0,1%, ce qui est extrêmement faible, et l'inflation est en baisse. Donc elle est dans la bonne direction de la Banque d'Angleterre. Donc pour le moment, il y a pas de raison de relever les taux. Si par contre on a l'inflation qui repique à 3%, dans ce cas-là, il y aura très probablement une hausse des taux. Mais tant que l'inflation est à 2%, ou en tout cas se dirige vers 2%, il n'y a pas de raison pour que la Banque d'Angleterre augmente ses taux avec un taux de croissance au plus faible depuis 2012 ou 2013, je ne sais plus exactement. Voilà, donc c'est pour cela que, alors, image figée,
Alors du coup, ça veut dire qu'il y avait l'image qui n'était pas figée, hein, ça veut dire. Alors, je vais regarder. Voilà, donc non, c'est bon, l'image elle fonctionne. Voilà, l'image fonctionne. Non, non, c'est juste que je suis bloqué, hein, sur cette image. Je discutais, hein, euh, donc voilà. Donc j'espère que vous avez compris mon explication sur la BOE. En clair, je pense que la deadline c'est août. J'en parlais avec un collègue justement britannique ce matin, mais euh, mais donc pour lui c'est soit août soit novembre une hausse des taux de la Banque d'Angleterre. Personnellement, je pense que si en août il n'y a pas de hausse des taux, il n'y en aura pas, à part si, comme je vous l'ai dit, l'inflation repique à 3%. Voilà, en tout cas c'est sûr que pour ce 10 mai, il n'y aura pas de hausse des taux de la Banque d'Angleterre. Ensuite, les prochaines réunions, il me semble, donc, prochaine réunion, vous pouvez aller sur le site l'IFX, calendrier, calendrier des banques centrales, et on va afficher par banque, donc la Banque d'Angleterre, 21 juin, 2 août. Vous voyez. Donc, s'il n'y a pas de hausse des taux d'ici 2 août, ça m'étonnerait qu'il y en aura une avant 2020. Voilà un petit peu, moi, mes perspectives, en tout cas, sur la Banque d'Angleterre. Donc, j'estime que, voilà, la livre sterling, elle a encore une marge pour progresser. Elle a encore une marge pour rattraper le vote. Mais est-ce que la livre va revenir à ses sommets de 2015? Non. Non, je ne pense pas. Je pense que le risque baissier est plus important que le risque haussier lorsqu'il reviendra à ses niveaux pré-Brexit. Voilà, donc je reste bullish sur la livre sterling. On voit que depuis le début de semaine, la livre elle est payée en amont de la Banque d'Angleterre. Alors est-ce que c'est achat de la rumeur, vente de la nouvelle? Je pense qu'il y a plutôt un risque baissier sur la livre sterling. Mais voilà, on attend vraiment le discours de Carnet pour trader la livre sur du court terme. Euh, donc voilà, on va commencer par les indices boursiers. CAC, DAX, Eurostoxx dans le rouge. Ce matin, on a l'euro qui est en hausse. L'euro qui gagne 0,07%. Voilà, on a des prises de bénéfices. Donc c'est globalement normal. Vous voyez que le CAC globalement consolide. En tout cas, il fait preuve d'un momentum très très faible. On a un RSI, comme vous pouvez le constater, qui commence à baisser. Il est toujours majoritairement bullish, hein, mais il commence à baisser. On n'a pas encore de signal de vente. Le DAX, 13 000 points. Donc, on a une prise de bénéfice. Moi, ce que j'attends sur le DAX ou sur l'Eurostoxx, parce que vous voyez qu'ils ont une marge de progression exploitable, contrairement au CAC qui, eh bien, est proche de ses sommets de 2017 et de 2018. Donc l'Eurostoxx, le DAX, les signaux haussiers seront donnés lorsque les RSI reviendront sur cette oblique haussière. Si on a le DAX qui revient sur cette oblique haussière et le DAX et l'Eurostoxx pardon également, ça pourrait être un signal d'achat. Voilà, l'idéal aujourd'hui, enfin pas pour aujourd'hui mais en ce moment, ça serait que on ait voilà, l'Eurostoxx qui revient dans cette zone de gap, le RSI sur cette oblique et le DAX également. Si c'est le cas, on aura des bons signaux de pullback. Et ce sera à ce moment-là où il faudra s'intéresser aux positions acheteuses. Donc voilà pour ce qui est du DAX et, euh, et du CAC. Donc en clair, hein, 5500 ça se paye sur du court terme. Il n'y a pas de catalyseur qui viendrait briser ce seuil avec un fort momentum actuellement. En tout cas pas aujourd'hui, je n'en vois pas. Donc on peut s'attendre globalement à la même volatilité qu'on a sur le DAX et ces dernières séances. Donc, pour connaître la volatilité, on va utiliser l'ATR sur 14 périodes et vous voyez que la volatilité moyenne sur 14 périodes, elle est d'environ une cinquantaine de points. Donc voilà, on peut s'attendre, support résistance, l'écart entre les deux, 50 points. Donc on vient chercher le plus bas de la veille, 5512, comme support, résistance à 5550. Et voilà, je pense que c'est des bonnes bornes en intraday. Pareil pour le DAX, on peut voir que le momentum, alors je sais pas pourquoi j'ai enlevé l'ATR, euh, voilà, on peut voir que la volatilité est clairement en baisse.
volatilité clairement en baisse, donc on a un momentum comment dire, qui s'affaiblit. Euh, et, euh, et donc voilà, donc on voit ces 150 pips sur les 14 dernières périodes, 150 oui, points, pardon. Donc plus bas de la veille, 12 178. Je pense que le DAX a plutôt un aspect baissier tant qu'il se situe sous les 13 000. Voilà, en intraday, je pense que les 13 000 peuvent se shorter jusqu'à 12 950, 12 940, à peu près. Alors maintenant, il faudra surveiller quand même l'IPC des États-Unis, qui sera publié cet après-midi alors cet après-midi à 14h30, me semble-t-il, qui est attendu en hausse. Donc le marché a déjà pricé, mais même si, honnêtement, je pense que même si on a l'IPC qui est publié conforme au consensus, c'est-à-dire en hausse mensuelle de 0,2%, encore, hein, corps plus 0,2%, ce qui est quand même beaucoup, et pour l'IPC classique plus 0,3%, si c'est conforme à ces statistiques, je pense que quand même le dollar devrait progresser. En tout cas, c'est vraiment mon opinion. Et donc l'euro sous pression, ce qui pourrait permettre finalement une hausse des marchés actions européens. Voilà, donc rendez-vous à 14h30. Mais en tout cas, l'IPC, on aura peut-être, probablement, une influence sur les indices européens parce qu'il aura une influence sur l'euro. Retour DAX 12 111 semble excessif. Alors, pour le moment, oui, ça semble excessif, les 12 111. Je ne dis pas que faut shorter jusqu'à 12 111. Par contre, les signaux haussiers, signaux d'achat pour du swing trading, moi, c'est payer ce pullback là. Dès qu'on a le gap, dès qu'on a un retour sur les 12 700, 12 600, c'est une zone qui m'intéresserait à passer long. Je dis pas qu'il faut shorter jusqu'à ce niveau-là, hein, parce qu'on a clairement une tendance haussière sur les indices européens, donc non, faut pas les shorter. Mais voilà, moi, c'est les pullbacks que je surveille. Si on a un retour ici, peut-être que j'ai mal illustré, c'est plutôt c'est plutôt ce scénario que j'attends. Donc gap, si on a un retour au gap, ça se paye. Maintenant, attention, hein, on a quand même eu une bombe momentum haussier, on n'a pas eu vraiment de respiration. Loïc, on n'a pas eu vraiment eu de respiration de la tendance. Si on regarde les indices européens, bien globalement ils sont bien haussiers. Une prise de bénéfice est nécessaire. Une prise de bénéfice est nécessaire. Surtout regardez le CAC, regardez le DAX à une période de consolidation d'une dizaine de jours en avril. Le CAC n'en a pas eu. Donc voilà, ça me fait un petit peu penser, comment dire, à ce genre de. Alors, je trouve pas d'équivalent. Bon, je ne trouve pas d'équivalent, mais en tout cas, vous voyez que ici, on avait une belle tendance haussière, et finalement, on a eu un retour, on a eu un pullback on avait eu un bon momentum, on a eu un pullback d'environ 38% de la précédente tendance. 38% ici, ça donne un retour à l'ancien sommet de février vers les 5375. Donc je ne dis pas qu'il faut shorter jusqu'à ces niveaux, mais mais en tout cas, si on a un retour à ces niveaux-là, ce serait des points d'achat pour du moyen terme intéressant. Alors Luc il me dit pas d'image, alors normalement il devrait avoir, vous devriez voir l'image parce que je vois que ça clignote sur la prévision que je peux voir, que je partage, donc normalement ça fonctionne. Hein. Alors, j'ai une question sur le S&P. On passe sur le S&P, les indices américains qui ont beaucoup plus de mal à progresser que les indices européens en ce moment. Hein. Les indices européens qui surperforment, comme vous savez, grâce à l'euro. Le S&P, néanmoins, franchit, sort par le haut de ce canal baissier, ce qui est un signal plutôt bullish. On a cette résistance qui est le précédent sommet, en fait le sommet d'avril, à 2711 points. Donc, c'est la prochaine résistance à surveiller. En cas de breakout, en cas de cassure de cette résistance, l'objectif sera jusqu'à 2800. En clair, on prend les plus hauts ici. Voilà. Donc on a ce niveau de prix. Nous avons également
voilà, c'est deux résistances majeures avant les nouveaux records. Donc 2718 et 2800 points. Et à l'inverse, un retour à moyenne mobile à 200 jours pourrait être l'opportunité de mettre en place des stratégies acheteuses. Ou même cette oblique. Ouais, cette oblique qui vient chercher les points bas de 2016 et points bas de novembre. Les deux points bas de 2016 en fait, pardon. Donc en fait, le début du bull market. Et regardez, quand même, depuis le plus bas jusqu'au point haut, on a une hausse de 59% l'espace d'un an du S&P, 59%, ce qui est énorme. Mais donc, si on a un retour à cette oblique, ça serait une opportunité pour passer long également. Voilà, et à très court terme, très court terme, on a cette moyenne mobile à 100 jours qui fera office de résistance sur du très court terme. Et à l'inverse, le support, c'est 2168, le prix clôture de 2017, qui correspond également à la moyenne mobile à 50 et 20 et 50 séances, pardon. Voilà, donc je passe sur le FX. L'euro dollar en baisse, donc on a une légère hausse ce matin. Pardon. Hop. Alors, excusez-moi. Voilà, donc on regarde nos indices Forex. Qu'est-ce qu'on a ce matin? On a le CAD qui surperforme avec la UD. CAD, AUD qui surperforme. Le CAD soutenu par les cours de pétrole. Alors oui, on n'a pas eu d'annonce majeure du côté du Canada hier, hein, me semble-t-il. Donc voilà, cette hausse est beaucoup due, à la hausse des cours de pétrole. Mercredi, donc, permis de construire en nette hausse, ce qui est bon signe. Alors j'ai pas suivi le discours de Philippe Denis, mais ça ne devrait pas être très important étant donné que c'était à propos de la cybersécurité. Donc voilà, on a deux facteurs de toute façon qui soutiennent le CAD en ce moment. Un, les cours de pétrole. Regardez le CAD index. Si on devait superposer le WTI bien, vous voyez qu'il y a une corrélation quand même assez positive. On a des périodes où lorsqu'il y a des tensions politiques, économiques importantes au Canada, et bien cette corrélation disparaît, comme ce fut le cas en fait entre tout le mois de mars. En fait, pendant tout le mois de mars ici, vous en souvenez, on a vu des inquiétudes sur le traité de l'ALENA. On avait eu des inquiétudes sur le futur de ce traité, donc forcément, ça mettait un gros point d'interrogation sur la croissance, sur les perspectives de croissance du Canada. Mais en tout cas, à long terme, on voit quand même qu'il y a une corrélation positive entre le pétrole et le CAD, donc on ne peut pas négliger le fait que la hausse du CAD est beaucoup due, en tout cas également due à la hausse des cours de pétrole. Donc voilà, si vous êtes aussi sur le cours de pétrole, il y a des chances que le CAD devrait continuer à progresser. Maintenant, attention, il y a cette oblique baissière qui vient chercher les points hauts de point haut du début d'année et de l'automne dernier, qui va bientôt être testé. Donc peut-être que le CAD va commencer à ralentir. En tout cas, s'il fait le breakout de cette ligne tendance, c'est clairement un signal bullish jusqu'à ses précédents sommets. En tout cas, le CAD, ça peut toujours se payer, je pense, sur du court terme. L'AUD, vous voyez que il progresse ce matin. Encore une fois, on a le RSI qui diverge à la hausse par rapport au prix. On a eu encore une fois, vous voyez, un faux signal de breakout le 8 mai, hein, donc c'est il y a 2 jours. Pourquoi un faux signal et pourquoi c'était facilement prévisible? Tout simplement parce que cette oblique, elle est de très long terme, et plus elle est de long terme, cette oblique, et plus il faut la considérer comme une zone de support. Que ce soit une oblique ou un support. Ou une droite horizontale. Donc voilà. En tout cas, là, USD, je ne suis pas baissier. Je ne suis plus réellement haussier, à part face au kiwi. On va voir juste après. Mais voilà, j'attends un peu davantage de signaux sur l'AUD index pour passer long. Mais c'est une devise, encore une fois, qui est prometteuse en cas d'accord commercial officialisé entre la Chine et les États-Unis. Ça risque de prendre un peu de temps.
Donc va falloir rester patient. Le Kiwi, suite au propos de la RBNZ, le propos Dovish, hein, eh bien, vous voyez qu'il a marqué un plus bas annuel, son ancien plus bas annuel qui est illustré en bleu sur le graphique. On a un RSI qui est clairement baissier, donc c'est pas le moment d'acheter du dollar néerlandais, malgré fait qu'il touche un support, une oblique support qui va chez le point bas de 2015 et de 2017. Vous voyez, on y est proche, mais donc on a encore une marge de progression à la baisse, mais ce n'est pas parce que le NZD revient sur cette oblique qu'il faut payer le NZD. Voilà, tant qu'on n'a pas de rebond, tant qu'on n'a pas de signaux haussiers, le NZD ne s'achète pas. La tendance, elle reste baissière. Maintenant, on a une oblique, c'est bien. C'est bien parce que ça nous permet d'estimer la zone où le NZD pourrait commencer à avoir du mal à davantage baisser. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut le payer. Voilà donc, en tout cas, reprise de la tendance baissière et encore une marge de baisse exploitable sur le NZD. Le yen, regardez le yen index. Clôture, donc comme vous le savez, le 8 mai, à son ancien prix de clôture mensuel ici. Donc, autant dire que ce prix de clôture mensuel est très important et depuis, on a une baisse. Donc, finalement, le yen, la tendance haussière du yen pourrait reprendre, mais il faut pas être patient. En tout cas, regardez le RSI, RSI 50,87. Vous savez qu'à 50, c'est pas, il y a des fortes chances, mais il y a des chances que les RSI rebondissent. Et s'il rebondit, le prix rebondira. Donc c'est pas le moment de vendre le yen. Je pense plutôt que c'est intéressant de l'acheter pour du moyen long terme. Voilà, l'acheter sur du moyen long terme, ça pourrait être une très bonne stratégie. En tout cas, à court terme, c'est pas le timing encore parfait. L'euro, donc léger rebond technique. Après, vous voyez une, 2, 3, 4. Alors, après 7 séances de 7 séances de baisse, hein, pas 7 jours, hein, 7 séances de baisse consécutives pour l'euro. Donc c'est normal qu'on ait un petit rebond de l'euro ce matin. Rien de très méchant, mais l'euro continue à se shorter. Hein. Le GBP, donc on l'a vu en début du webinaire. Le dollar qui est proche, ce dollar index qui est proche de ses sommets de l'automne dernier. Donc personnellement, moi je reste aussi sur le dollar. À l'inverse de l'euro, c'est normal qu'on a une petite baisse. Après, ouais, ce nombre avec ce momentum particulièrement bullish. Attention, toutefois, on a une divergence baissière avec le RSI. C'est pas pour autant qu'il faut passer short directement. Une divergence, ça peut durer. Et je pense que le prix va continuer à tendre vers ces niveaux-là avant de connaître une respiration du dollar quand même importante. Voilà, donc je reste haussier sur l'USD. Et donc tout cela, on va le voir sur les paires majeures, parce que j'ai beaucoup de questions sur le FX ce matin. Tac. Donc déjà, l'AUDNZD, enfin, voilà, un mot, enfin, étonné qu'il a enfin atteint notre objectif à 1,08. Voilà, c'est chose faite. Fallait garder espoir. On n'avait pas les signaux baissiers pour prendre des bénéfices ou passer short. C'est normal que parfois dans une tendance, on a des moments de consolidation, ça permet au momentum de respirer pour ensuite mieux rebondir. Voilà, c'est un petit peu peut-être la leçon qu'il faut retenir de ce trade qui a duré un peu moins d'un mois. Ça a été donné, j'ai vérifié donc j'ai vérifié, c'est le 16 avril que ça avait été donné. Donc c'était à ce moment-là le signal haussier. Donc quand même plus de 220 pips. Voilà. Et sans période en perte. Hein. Voilà, on n'a eu qu'une période en perte, c'est en intraday. La majeure partie du temps, l'intégralité même du trade, c'était dans le positif, c'était dans le vert. Donc voilà, très bon timing pour ce trade-là. Voilà, faut prendre les bénéfices. Donc bien évidemment, félicitations à tous ceux qui ont suivi. Ah, je viens de remarquer une oblique. Regardez, oblique baissière. Donc une oblique, hein, je vous rappelle, elle est valable à partir de 3 points de contact, mais on peut en tracer quand il y en a 2 pour repérer les zones où il pourrait y avoir un ralentissement. Voilà, c'est pour ça que quand on a qu'on a déjà eu 3 points de contact, c'est possible d'acheter une oblique ou de la vendre. Mais quand il n'y en a que 2, il faut attendre des signaux pour la trader. Donc voilà, AUDNZD 1,08, est-ce que on a atteint le potentiel maximum? Non, je ne pense pas. Surtout au vu, regardez, l'AUD qui a son point bas, hein, quand même, et le NZD
qui a encore une marge de baisse. Donc je ne serais pas surpris si la UNZD vient chercher les déjà sa moyenne mobile à 200 jours et ensuite les 1,1. Alors j'ai une question sur le USDCHF. De toute façon on va faire tous les paires majeures ce matin. Tac tac, donc USDCHF en D1 RSI très haut mais peut encore monter car en weekly RSI moins élevé, mais cela n'est que technique. Après, il faut attendre 14h30. Exactement, Catherine. Il faut attendre 14h30. Ensuite, j'insiste sur le fait que c'est pas parce qu'on a un RSI qui est haut que le prix va baisser. Un RSI haut indique simplement qu'il y a un puissant momentum haussier. Voilà, c'est ainsi, en fait, un momentum élevé, un momentum en surachat n'est pas un signal baissier. Un signal baissier, c'est donné quand il y a un momentum qui est baissier. Voilà. Je ne peux pas être plus clair. Donc, tant que le RSI est orienté à la hausse, même s'il est en surachat, on a un momentum qui reste bullish. Donc oui, attendre pour trader l'USDCHF, l'IPC des États-Unis publié à 14h30. Mais si on regarde le franc suisse index, eh bien le franc suisse index n'a pas encore ce rebond. Hein. Vous voyez qu'il travaille ce support. Ça va prendre probablement du temps, tant que le momentum se redirige à la hausse et donc diverge avec le prix. Bon, pour le moment, il n'y a pas le signal baissier pour se positionner à la vente sur le franc suisse, mais on n'a pas le signal bullish non plus. Donc, voilà, le franc suisse, ça me semble compliqué de l'acheter ou de le vendre pour le moment. Donc, que ce soit l'euro, l'USDCHF, enfin, l'USDCHF, on n'y touche pas. Par contre, l'euro CHF, ça se vend. Ça se vend parce que, voilà, l'euro est dans une tendance baissière alors que le franc suisse est sur un puissant niveau de support. Donc, on avait un objectif baissier qui était le 3 mai un objectif, une hypothèse jusqu'à 1,1833. Et je pense que ça va être atteint. Là, on a une petite respiration ce matin et hier de l'euro. Donc, voilà, ça a fait rebondir le cours, mais je pense qu'on va avoir une super performance du CHF face à l'euro ces prochaines séances. L'USD Yen, retour à 110. Retour à 110. On a cette moyenne mobile à 200 jours, donc attention. On est sur un puissant niveau de résistance. Si vous êtes à l'achat, peut-être prendre une partie des bénéfices. Est-ce que vous passez à la vente? Non, pas encore, étant donné qu'on n'a pas de signal vendeur. Donc voilà, neutre sur l'USD Yen. L'USD CAD, que faire du coup? Regardez cette parfaite analyse. Honnêtement, c'est parfait. 1,30 au pips près. Plus haut, 1,29,98. Donc à 2 pips près, les 1,30 ont été atteints. Donc voilà, vraiment pas grand chose à dire, mais en tout cas l'analyse technique elle est très très propre. Super performance du CAD, probablement à s'attendre ces prochaines séances. On est actuellement sur un niveau de support 1,2165, donc puissant niveau de support, peut-être consolidation, à voir. Voilà, l'USD CAD, c'est deux devises, l'USD et le CAD qui sont haussières, donc je vois pas vraiment ce qui est à faire sur l'USD CAD. Si vous voulez acheter du CAD, une paire, deux paires même, que je vais vous donner, NZD CAD, avec NZD CAD, bon, depuis qu'on a parlé en début avril, on a eu une belle tendance baissière, je pense qu'il est parti pour venir chercher les 0,8750. Outre le NZD CAD, parce que le NZD est quand même, vous voyez que le NZD, sa marge de baisse est dorénavant plutôt limitée, en tout cas les niveaux de support sont relativement proches. Par contre l'euro, vous voyez que la prochaine forte résistance, elle est très très basse. J'ai utilisé le niveau mensuel pour ces niveaux de support résistance. Donc, voilà, je vais en mettre peut-être davantage des intermédiaires. Là, on a une petite. Voilà. Donc, vous voyez que le prochain niveau de support, il est encore quand même relativement bas. Donc, si vous lâchez du CAD ou du yen, c'est possible face à l'euro. Donc, euro-yen, euro-CAD, c'est des paires qui peuvent se shorter. Avec l'euro CAD teste un support très très important. Il oblique haussière avec 3 points de contact, plus la moyenne mobile de 100 jours. Donc autant dire que le breakout de cette zone-là sera un puissant signal baissier. J'ai un peu de regret. Pourquoi? Parce que je sais pas si vous avez remarqué, on a un nouveau collègue DailyFX pour le site anglais, il s'appelle Justin, vraiment très compétent si vous êtes anglophone
et que vous aimez beaucoup l'analyse fondamentale, moi je suis beaucoup plus axé sur l'analyse technique, même si je suis l'analyse fondamentale, je vous invite à le suivre. Vraiment, il a une opinion. Ce qui est bien chez Zone, c'est d'avoir une opinion, c'est pas simplement des informations qui sont tweetées. Et voilà, il arrive à mettre en perspective les informations, ce qui est très intéressant. Donc Justin McQueen, si vous êtes sur Twitter, vous parlez anglais et que vous aimez l'analyse fondamentale, c'est un compte que je vous suggère de suivre. Et j'ai un peu de regret parce que l'Eurocad, euh, depuis donc il nous a rejoint en fin mars, et depuis on va dire le 10 avril, quelque chose comme cela, depuis ce moment-là, il, voilà, il m'a dit vendre l'Eurocad, moi j'ai dit plutôt le GBP CAD. Et le GBP CAD, bon, oui, il est baissier également, mais il y a un montant baissier beaucoup moins important. Mais en tout cas, le GBP4, vous voyez qu'il est sous pression et je pense qu'il va revenir vers les 1,7. 1,7 et l'Eurocad. Donc l'Eurocad, voilà, on a raté le bon train, mais je pense que c'est possible de viser 1,5. Donc bonjour, bien joué, merci pour les NZD, bien joué, bien écoutez, avec plaisir, hein, Thierry, hein. Tant que je peux aider, c'est parfait. Donc Stéphane, hier on avait identifié la possibilité de shorter l'AUD yen et l'AUD USD, c'est à la hausse depuis hier, c'est lié à la perf de l'AUD. Alors non, c'est plutôt lié à la perf du yen, hein. Le yen, c'est la devise qui a la plus corrigé hier. C'est la devise, oui, qui a le plus corrigé hier. Donc tous les paires en yen, si vous voulez regarder euro yen, GBP yen, peu importe, tous les paires en yen ont clôturé la hausse hier. Donc c'est tout à fait normal. Voilà, c'est pas l'AUD qui a permis à l'AUD yen de progresser. Pas vraiment. Donc l'AUD USD et l'AUD yen. Voilà, encore une fois pour moi, trader l'AUD pour le moment. On en avait parlé de l'AUD NZD il y a un mois. Le trade a été atteint, c'est parfait. Mais encore une fois, l'AUD NZD, on n'a plus les signaux haussiers nécessaires. On l'avait en avril. Pourquoi? Parce que le 16 avril, on se remet dans le contexte, on avait clôturé au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances et le RSI, vous voyez, divergeait à la hausse. Donc c'était tout à fait cohérent de payer l'AUD. C'était tout à fait cohérent. Euh, maintenant, dorénavant, vous voyez que on reste au plus bas. On a toujours la divergence, mais on est en dessous de la moyenne mobile à 200 jours, à 20 jours, et on est en dessous de cette oblique, qui a 3 points de contact. Même 4. 1, 2, 3, 4. Donc pour le moment, l'AUD, ni face au dollar, ni face au yen, ni peu importe. L'AUD, je ne pense pas que c'est une devise qui soit intéressante à payer ou à shorter. Peu importe la direction, c'est pas une devise intéressante à trader. Donc voilà, l'AUD USD, l'AUD yen, personnellement, je n'y touche pas. L'euro dollar, donc l'euro dollar direction les 1,17 hein, dans le fond. On est à l'avant depuis les 1,20. Donc direction cette oblique en fait. Hein. Donc clairement, hein, moi, ma conviction du moment, alors, pas du jour parce que ça fait depuis le début de la semaine que je le répète, mais ma conviction c'est vraiment baisse de l'euro. Si on regarde l'euro, si on regarde l'analyse technique des index, eh bien l'euro a des signaux baissiers et a une marge de progression à la baisse très importante. La seconde devise la plus baissière selon moi, c'est le NZD. Mais sa marge de progression est dorénavant, semble en tout cas, limitée. Le GBP également a une devise à une perspective baissière, mais vous voyez qu'il a réintégré son canal, donc c'est vraiment compliqué de le vendre à nouveau. Mais de là à l'acheter, c'est pareil, ça me semble plutôt compliqué. Et voilà. Et par contre, si le CHF, si le franc suisse clôture sur une temps hebdomadaire sous ce support, ça sera une devise concrètement à vendre, comme l'euro. Et à l'inverse, ma conviction haussière, déjà, c'est le dollar. Forcément, si j'ai une conviction baissière sur l'euro, il y a des fortes chances que j'ai une conviction haussière sur le dollar. Donc, dollar haussier. Seconde conviction à court terme haussière pour le CAD et à moyen long terme haussière pour le yen. Voilà. Et tous les autres, pour le moment, je suis neutre. Alors, GBP USD, GBP Yen, sell à 10h30. Donc 10h30, balance commerciale, il me semble, hein, du Royaume-Uni. GBP USD, GBP. Alors oui, pourquoi pas. Hein. Honnêtement, GBP, ça peut se vendre.
face à des devises fortes comme le dollar ou le yen. Hein. Si on regarde GBP yen, GBP yen, donc on a un rebond, mais à long terme, je pense que ce canal est amené à être brisé, étant donné que je m'attends à une super performance du yen lors des prochaines des prochains mois, tout simplement. Et le GBP USD, ça c'est plus sur du court terme. Je pense que c'est beaucoup plus tradable sur du court terme à la vente. Et le GBP USD, oui, qui travaille les 1,35. Si on a la clôture journalière en dessous des 1,35, ce serait également en dessous de la moyenne mobilière de 100 jours. Et ce sera deux signaux baissiers importants. Il sera possible du coup de vendre le GBP USD jusqu'à 1,32. Voilà un petit peu pour le FX. Donc est-ce qu'on a des nouveaux signaux ce matin, des nouvelles stratégies? Alors, non. On a toujours l'euro-dollar pour le moment à la vente jusqu'à 7 oblique vers 1,17 globalement. Alors le CAD, j'ai envie de voilà, ça semble intéressant de le payer. Pourquoi pas une ZD CAD? Voilà, une ZD CAD, même si le CAD, il semble être en fin de course, et le NZD également. Je pense qu'en NZD CAD, c'est possible de viser, ce niveau 0,8750, ce qui fait environ 100 pips depuis le prix actuel. Maintenant, pour placer un stop, avoir un ratio risque positif actuellement, ça semble compliqué. Donc, du coup, on peut pas mettre stratégie sur le NZD CAD. L'AED, voilà, je surveille de très près. Dès qu'on aura des signaux bullish, ça sera la devise à payer. Et voilà. Pour moi, il n'y a qu'une seule devise vraiment à vendre en ce moment, c'est l'euro. L'euro. Et donc l'euro CAD, par contre, ça pourrait être, voilà. Je reviens sur cette paire. Mais l'euro CAD, on pourrait avoir un signal baissier en cas de breakout jusqu'à 1,05, 1,5 pardon, puis 1,45. Pourquoi pas? C'est possible en tout cas. En tout cas, si le cours sort de ce canal, ça met en perspective toute cette tendance. Et donc 38 qui est déjà brisé, 50, ouais c'est les 50% de retracement, ça correspond avec le seuil psychologique mais également un prix de clôture mensuel. Donc à 1,50, on a vraiment un très puissant niveau de support. Extrêmement puissant. Donc voilà, faudra pas le sous-estimer. Mais c'est vraiment possible de shorter l'EuroCAD jusqu'à ce niveau de prix. EuroCAD, short, 1,50, même si le CAD consolide, même si le CAD index consolide, on a la baisse de l'euro qui devrait drainer le cours. Voilà, donc clairement baissier sur l'EuroCAD, baissier sur l'euro-dollar. On peut également être, voilà, l'euro UD, si l'AUD commence à être bullish, l'euro UD sera une devise à vendre. Voilà, donc on aura l'euro UD un signal baissier qui pourrait être donné en cas de franchissement de cette oblique. Si on a cette oblique brisée, on pourra vendre l'euro UD en direction des 1,5. 1,5 également, donc tendance haussière. 50%, vous voyez, ça correspond vers les 1,5. Pas loin en tout cas. Donc ce sera vers ce niveau de prix qu'on pourra shorter si on a, bien évidemment, la clôture journalière en dessous de cette oblique. Vous êtes également d'accord sur l'euro CHF et l'euro CAD. Voilà, l'euro CHF, oui, pardon, j'en ai pas parlé parce que voilà, le franc suisse il est sur support, il n'a pas son rebond, donc ça me semble un petit peu moins intéressant l'euro CHF que l'euro CAD. Mais l'euro CHF, pareil, 1,81 sans mettre une stratégie, enfin être un objectif baissier exploitable. Loïc qui me dit DAX va atteindre 13 000 dans 10 minutes. Bien écoutez, parfait si c'est le cas. Didier, aujourd'hui ça sera la journée des paires en GBP avec toutes les statistiques à 10h30 et les annonces ABO à 13h. Exactement Didier, 10h30, statistiques sur le commerce international britannique, donc avec la balance commerciale avec l'Union européenne et mondiale. Et cet après-midi, oui, enfin début d'après-midi, la BOE. Voilà. Et au niveau des matières premières, pardon, ça fait 45 minutes, j'ai dépassé l'heure, enfin la durée idéale. Donc l'or qui travaille toujours ce support entre 1300 et 1310. Tant qu'on n'a pas clôture sous 1300, ça semble compliqué de le vendre. Voilà. Maintenant, étant donné que le DXY est quand même orienté à la hausse, acheter l'or n'est pas une bonne stratégie, à part si on a de nouvelles tensions géopolitiques qui naissent.
vraiment importante. Dans ce cas-là, on aura l'aversion au risque et l'or devrait progresser. Mais dans le cas contraire, tant que le dollar est orienté à la hausse, tant que vous êtes haussier sur le dollar, faut pas acheter l'or. Et faut pas le vendre tant qu'on n'a pas des signaux baissiers. Et puisqu'on est sur un niveau de support très important, faut attendre la clôture sous 1300 pour le vendre. Donc pour moi, il n'y a rien à faire sur l'or. Brut et Brent qui continue leur ascension. Donc prochaine résistance sur le brut 74-75 dollars. Je pense que les cours vont tendre, enfin le brut va tendre vers ce niveau de prix et le Brent 78, 50, 80. Voilà, donc encore tendance haussière sur les cours de pétrole, ce qui devrait soutenir le dollar canadien. Dixie 100 me dit François. Alors non, François qui fait une petite blague. Non, Dixie est pas 100, pas du tout. Enfin, je serais surpris s'il atteint 100, mais déjà 93,30. Ouais, 93,30, c'est un prix clôture mensuel. Ça pourrait par la suite provoquer un retracement au vu de la divergence qui est en train de se créer sur le Dixie et sur notre dollar index. Donc, on a des signaux qui convergent. Donc, c'est possible qu'on ait quelque chose comme cela. C'est vraiment c'est un scénario, c'est une hypothèse, mais voilà, quelque chose de ce style. Et donc voilà, écoutez, pour ce point de marché, merci pour votre attention. Moi, je n'ai plus rien à rajouter. On se donne rendez-vous demain, même heure, pour le prochain point de marché. Je vous remercie encore une fois pour votre attention, pour votre fidélité, et je vous souhaite une excellente journée. Webinaire donc de Yoav Nizar cet après-midi. Pardon, donc séminaire en ligne. Donc nous sommes jeudi 14h30 et 17h de webinaire de Yoav Nizar. Et mon prochain sera donc demain matin. Voilà, excellente journée et à demain. Soyez prudents avec la BOE, les paires en GBP. Voilà, soyez prudents avec cette volatilité et toutes les statistiques macroéconomiques de la journée.